Chers amis, bonjour à tous, ou plutôt à tous. Et oui, nous sommes à une époque où Sandrine Rousseau existe, où il faut être féministe. Donc si vous avez envie de soutenir la cause, il faut utiliser le langage inclusif. Donc bonjour à tous, ou alors bonjour à tous. T, .e, .s. Et oui, si vous n'êtes pas intolérant, c'est la marche à suivre. Vous n'avez en aucune façon le choix, donc arrêtez d'être intolérant et commençons cette revue d'actualité. Car oui, aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite revue d'actualité avec des articles de différents médias que j'ai sélectionnés, voilà, de mon cru, que nous allons lire ensemble et que nous allons de ce pas savourer. Il y a donc 6 actualités que j'ai relevées. Nous allons donc commencer maintenant. Alors, premier article particulièrement savoureux. Alors attention, cet article vient du Point, donc Le Point. 10 000 réfugiés ukrainiens ont quitté la France pour rentrer chez eux. J'adore le début de cet article. Alors attendez, avant de faire des commentaires, attendez. Je descends l'article. L'État estime à environ 10 000 le nombre de déplacés ukrainiens qui sont rentrés dans leur pays après avoir été accueillis en France, a annoncé lundi à l'AFP le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dit OFI, Didier Leski, je ne sais pas du tout comment prononcer ce nom. On pense qu'environ 10 000 déplacés ukrainiens sont repartis à fin septembre d'après les cartes d'allocation pour demandeurs d'asile désactivées, explique le directeur général de l'OFI, qui livre la première estimation de ce mouvement de départ près de 8 mois après le début de la guerre en Ukraine. Eh ouais, ça fait déjà 8 mois quand même, hein, et oui. Donc pour recouper les données liées à cette allocation offerte aux réfugiés ukrainiens, même s'ils ne sont pas à proprement parler des demandeurs d'asile. Et oui, non, ce sont des réfugiés. Justement, ça va faire la suite justement de l'article. Les autorités ont aussi observé une perte dans les renouvellements de protection temporaire. Le régime inédit accordé par les Européens à ces déplacés est renouvelable tous les 6 mois. Bon, d'ailleurs, l'utilisation de 15 000 mots, réfugiés, déplacés, exilés, enfin, il y a toute la novlangue là, de la migration qui est insupportable. Non, bon, là, en l'occurrence, ce sont des réfugiés, hein, faut arrêter, hein. Donc l'article en dessous, qui justement parle justement. L'objectif des réfugiés est de rentrer en Ukraine dès que possible. Et oui, on rappelle le principe d'un réfugié. Hein, oui, c'est vrai que... je vais d'abord lire la suite de l'article. Depuis début septembre, les Ukrainiens sont donc appelés progressivement à renouveler leurs documents, ce qui offre un premier aperçu du mouvement de retour. Cela correspond à ce qu'on voit depuis le début de cette crise, à savoir qu'une partie des déplacés ukrainiens arrivent avec l'objectif de rentrer dans leur pays dès que possible, tandis que d'autres sont dans des allers-retours entre la France et l'Ukraine, a déclaré Didier Leski, ce que tu veux. Ce mouvement de départ coïncide également avec un net ralentissement des arrivées, 180 en moyenne sur les derniers jours, poursuit-il. Et oui, c'est intéressant ce qui se passe justement avec ces réfugiés ukrainiens. Parce qu'en fait, on découvre que, oui, c'est vrai, le principe d'un réfugié, c'est que il quitte son pays, mais dès qu'il en a l'occasion, oui, il veut retourner chez lui en soi. Parce que nous, aujourd'hui, à notre époque, dès qu'on entend réfugié, la plupart du temps, peu importe l'endroit où ils viennent, hein, que ça soit réfugiés syriens, réfugiés afghans, réfugiés d'Afrique noire, d'Afrique centrale, Dès qu'on entend réfugiés, de manière générale, on sait qu'on va se faire carotter. Hein. Il y a, comme on dit, il y a anguille sous roche ou ce que vous voulez, mais la plupart du temps, l'image qu'on en a, c'est que une fois que ces personnes arrivent, la plupart du temps, elles ne repartent jamais. Hein. L'exemple justement de ce qui se passe en ce moment avec l'Algérie en est un bon exemple.
le nombre justement de cartes qui sont accordées justement aux Algériens qui arrivent en France est assez important, même si son nombre avait demandé à être réduit, mais seulement, je crois que j'avais lu dans un autre article que seulement 80 d'entre eux l'année dernière, ouais, il n'y a pas très longtemps, ouais, ça s'élevait seulement à 80 ceux qui avaient été renvoyés chez eux. Donc on sait pertinemment en fait que dès qu'il y en a qui arrivent, des réfugiés, on sait pertinemment que ils ne vont jamais repartir en fait parce que certainement par lâcheté du personnel politique qui se dédouane justement sur les autorités compétentes et qui justement ne font qu'appliquer les règles, parce on va le rappeler, les autorités, les forces de sécurité, l'appareil de l'État n'est qu'un bras armé, c'est-à-dire qu'ils ne suivent que l'exécutif. Donc si l'exécutif est faible et lâche, forcément il n'y a rien qui sera mis en place. Donc et en même temps, c'est vrai que c'est justement avec toute cette lâcheté, avec tout ça, c'est sûr que forcément, c'est pas simple de mettre en place justement ce qu'on n'a pas mis en place depuis une 40 ou une cinquantaine d'années. Donc forcément, on se cache derrière des vociférations, derrière des spéculations, derrière de la lâcheté tout simplement. Donc, et pour éviter de digresser de manière trop importante, c'est vrai que oui, donc pour le coup, dès qu'on entend parler de réfugiés, on sait pertinemment que peu importe, la plupart du temps, on sait d'où ils viennent, que ce soit du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord. Une fois qu'ils sont là, ils sont là et ils vont jamais repartir, alors que là, on découvre que justement, il y a des réfugiés qui n'ont qu'une seule envie, c'est de repartir chez eux. Et puis en même temps, peut-être que avec certains faits divers qui ont pu se passer, notamment avec j'avais lu un article assez intéressant qui parlait je me souviens plus de quel média c'était, mais qui disait, alors je sais plus si ça se passait en Allemagne ou au Danemark, mais il y avait au moment où tous les réfugiés ukrainiens arrivaient, il y avait un centre pour réfugiés qui avait été mêlé avec un peu tout le monde, et il y avait un migrant, lui c'était un migrant justement qui, je sais pas s'il était soudanais ou s'il était, enfin peu importe, et il y avait une réfugiée ukrainienne qui, en l'occurrence, avait été violée par un migrant, justement. Et peut-être que justement, et en même temps aussi, j'avais aussi un autre truc qui disait que, ah oui, pour l'Allemagne en tout cas, que ce que proposait de manière vraiment officielle l'État, ou des associations plutôt, c'était des associations qui disaient que les réfugiés ukrainiennes, surtout ukrainiennes qui arrivaient en Allemagne, avaient la possibilité, pour être indépendantes et libres, de devenir travailleuses du sexe. Travailleuses du sexe, donc prostituées quoi. Et c'est peut-être que justement les Ukrainiens se sont rendus compte que dans l'Ouest c'était peut-être un peu le cirque, et dès qu'ils ont eu l'occasion, ils allaient pouvoir se barrer et retourner chez eux. Ouais, ou tout simplement parce que avec le courage extraordinaire dont fait preuve, je parle du peuple ukrainien, parce que ce que fait l'État ukrainien c'est toujours autre chose. Défendre le peuple ukrainien, ça n'est pas défendre un État. Les gens sont toujours victimes justement des choix des États, mais le courage du peuple ukrainien est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent tout simplement pas faire par l'envahisseur. Ils ont autant de courage que qu'ont fait preuve en l'occurrence, par exemple, si on prend, je sais pas, la guerre du Vietnam, par exemple, après, il y avait encore la différence entre le Sud et le Nord, qui était plutôt communiste, et le Sud qui était plutôt plus pro-américain, un peu comme, pro-occidental, un peu comme la Corée du Sud et la Corée du Nord, donc ça c'est encore plus compliqué, mais c'est à peu près dans cette idée-là, quoi. Donc c'est plutôt fascinant, quoi. Donc c'est une petite piqûre de rappel assez sympa. Alors, passons au second sujet. J'avais trouvé un petit article. Un article de CNews. Villiers-le-Bel. Ils réquisitionnent une station-service et en interdisent l'accès à certains automobilistes. À Villiers-le-Bel, bref, voilà. Une scène à peine croyable. Oui, je rigole beaucoup, c'est nerveux, parce que il y a des fois des choses qui me font rire, quoi. C'est une scène à peine croyable. Déjà, l'article commence d'une manière assez drôle, franchement, parce que je veux dire, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on est habitué maintenant. D'ailleurs, ça s'est accéléré, tout cet ensauvagement, toute cette décadence de manière générale dans la société, avec l'insécurité, avec tout ce qu'on sait de manière générale maintenant, mais
On peut encore commencer un article maintenant aujourd'hui avec ce type d'événement par une scène à peine croyable. Eh bien non, non, personne qui a écrit cet article, non, journaliste. Non, 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 cher ami, non, cette scène n'est pas à peine croyable, cette scène est tout à fait croyable. Je ne sais pas où, enfin la tournure de phrase, peut-être que tu es hypocrite, ou peut-être peut-être que tu es réellement naïf, mais non, 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 ça n'est pas une scène à peine croyable, c'est une scène tout à fait croyable. Pour être honnête, maintenant, plus rien ne m'étonne, moi. Donc en soi, c'est plutôt ça, justement, les débuts d'articles de cette manière-là, les tournures de phrases de cette manière-là qui me font plutôt rire en soi. Alors, je continue. Plusieurs individus n'ont rien trouvé d'autre que de prendre le contrôle d'une station essence de Villiers-le-Bel et d'en assurer à leur façon la distribution de carburant. Ils n'ont rien trouvé d'autre. Bah si, ils ont trouvé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Bah ils ont trouvé ça à faire, donc ils n'ont rien trouvé d'autre. Là, c'est typiquement le genre de tournure de phrase qui sert à rien dans un article. C'est vraiment, on remplit des lignes pour faire un article. C'est pour arriver ensuite. Donc on a envie d'écrire des lignes, mais on n'a rien d'autre à dire, donc on fait des tournures de phrases qui servent à rien. C'est génial. Pour rappel, 30% des stations essence du pays sont actuellement touchées par une pénurie liée aux mouvements sociaux dans les raffineries et dépôts de carburant de Total Energy et Esso ExxonMobil. Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est vrai que, bon, à part si vous vivez dans une grotte, oui, c'est un peu la merde en ce moment pour trouver de l'essence de manière générale. Donc, oui, donc là, pour le coup, c'est 30% des stations. Bon, à l'heure actuelle, hein, on va dire le moment où j'ai lu l'article. Alors, l'article, il date de quand? Parce que moi, j'enregistre samedi, mais il date de quand? Il date de quand? Bah génial, il n'y a pas de date, il n'y a rien, donc bon, bravo, si, non... Ah si, par CNews publié le 11 octobre. Bon bah c'était il y a 4 jours, donc bon, s'il faut c'est pire, s'il faut c'est pas... Bon, enfin bref. Ainsi, si les habitants du quartier étaient autorisés à se servir librement... Ah là 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 là, mais merci majesté, merci mon bon maître, oh là là, ils sont autorisés à se servir librement. Oh là là, franchement, merci. Les autres se voyaient proposer des bidons remplis par les délinquants, dont le prix était fixé par leurs soins. Certains automobilistes qui refusaient leur service ont été violentés et priés de quitter la file d'attente. Mais bien sûr, mais bien évidemment, mais ils fixent leur prix, mais le prix était fixé par leurs soins, mais évidemment qu'ils fournissent un service. Ils fournissent un service. Encore heureux qu'ils doivent... tout travail mérite salaire. Ils fournissent un service, ils méritent d'être rétribués vraiment à la hauteur de leurs efforts. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Et il y a encore des gens, des automobilistes, qui se plaignent de ça, qui ont été violentés et qui ont été priés de quitter la file d'attente. Mais encore heureux, mais vous vous prenez pour qui, mon sang? Mais franchement, ce genre de choses, ça me révolte. Ça va, est-ce que je joue bien le sarcasme? Je sais pas si je suis un bon acteur pour ça ou pas. Je fais beaucoup d'efforts, j'essaye un petit peu comme ça, mais bon. J'ai fait du théâtre par le passé, hein, mais bon, j'ai pas trop réussi, donc bon, après au bout d'un moment ça me saoulait parce que bon... Bon, j'arrête de digresser, je vais fermer ma gueule, mais bon, voilà. L'intervention de la police a permis de mettre un terme à ce petit manège. Ah bah j'espère bien, oui. Bah oui, bon, finalement quand même, oui, on s'attend quand même à ce que la police intervienne, oui, c'est... Un homme d'une vingtaine d'années a été interpellé et placé en garde à vue. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, effectivement, oui. C'était un fameux, oui, un homme d'une vingtaine d'années, les fameux jeunes, oui, les fameux, le fameux, le fameux jeunistan. Oui, bah c'est, oui, bon, enfin des racailles quoi. C'est-à-dire que des jeunes. Ça c'est vraiment, ça c'est le comment dire comment on dit déjà dans le domaine journalistique, l'ours. Je crois que c'est ça l'ours. Parce que à un moment je sais pas, il me semble que c'était ça l'ours. À Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, un groupe de jeunes a réquisitionné lundi une station essence. Un groupe de jeunes. Donc ça, c'est littéralement un néologisme, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment un euphémisme. C'est-à-dire que quand on parle de jeunes, on sait parfaitement de qui on parle. Hein. C'est le jeunistan, c'est ça. C'est des racailles, quoi. Bon, évidemment, on ne va pas préciser qui, hein, bien sûr, parce que sinon, on pourrait tomber sous le coup de la loi, bien sûr. Donc, on va se censurer.
ce qui est le mieux à faire. Donc bon voilà, en tout cas pour répondre au début de l'article qui disait une scène à peine croyable, bah si c'est tout à fait croyable. Maintenant c'est en soi, est-ce que c'est pas bien différent que des milices en soi? Ce sont des formes de milices qui viennent et qui décident de réquisitionner comme ça, parce qu'il y a l'occasion, on a l'occasion, donc là on y va. Et il faut qu'il y ait l'intervention de la police pour faire dégager tout ça. C'est-à-dire que dans un monde normal, les centaines de personnes qui attendent, s'il y avait justement un esprit de communauté, sortiraient et à 100, ils iraient tous leur casser la gueule en fait. Mais en fait non, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'esprit de communauté et les gens n'ont pas envie de se prendre un coup de couteau. Donc ils ne le font pas, donc ils se font eux-mêmes victimiser et ils subissent. Donc il y a la double peine, l'augmentation du prix de l'essence, un état défaillant, l'insécurité, et en plus ils se font victimiser par le jeunistan, donc c'est fantastique. Article suivant. Qu'est-ce que j'ai choisi ? C'est vrai, alors. J'en étais où ? Ah mince, ah oui c'est vrai, parce que j'avais écrit d'autres trucs entre temps. Oui, Jean-Paul Houry. Ah bah oui c'est vrai, oui, j'avais choisi. Ah oui. Ça, c'était pas mal aussi, alors attention, ça va être très drôle. Greta Thunberg est-elle désormais favorable au nucléaire ? Et attention, cet article est proposé... Non, s'il vous plaît, du sérieux là, attention, du sérieux. L'article est proposé par Check News. L'article est proposé par Check News. Donc on a affaire à des fact-checkers. Là, on utilise un mot en anglais, ça déconne plus là. Là, je vais vous demander tout le sérieux du monde. Ce sont des fact-checkers. Tu fais quoi dans ta vie, toi ? Toi, tu regardes une série, tu vas travailler, tu fais, je sais pas, tu fais ton potager, ou tu te branles, ou j'en sais rien. Là, il y a des gens qui font du fact-checking. Donc, s'il te plaît, tu la fermes et tu écoutes. Attention. L'activiste suédoise a jugé préférable que l'Allemagne maintienne en activité ses centrales nucléaires plutôt que de se tourner vers le charbon. Mais de toutes ces énergies, c'est Mais de toutes ces énergies, c'est le renouvelable qu'elle préfère. Ah bah alors attention, là on a le journaliste de Libération qui a envie de faire une référence à une chanson. Vous savez la chanson de toutes les matières qu'elle préfère, de toutes les matières, c'est la watt qu'elle préfère. C'est la watt. Là, au moins on peut voir qu'il y a encore des gens qui ont un peu d'une certaine génération et que bon, c'est pas que des journalistes de merde qui a Libération. Enfin bon, si peut-être, enfin j'en sais rien. Alors, longtemps moqué et détesté. Ah ouais, sans blague. Bon, allez, je vais rester sérieux. Par des éditorialistes, j'arrive pas à le dire, des éditorialistes en raison de sa jeunesse, ses nattes, son tempérament, et même attaqué sur son autisme. Oui, bon, allez, on sort des conneries. Bon, allez, c'est génial. Oui, effectivement, oui, elle a été très souvent moquée, détestée pour sa jeunesse, ses nattes. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, on n'avait pas écouté Madame Apocalypse, Greta Thunberg, qui nous parlait justement qu'on allait tous crever avec... oui, bon, peut-être qu'on va tous crever, mais en attendant, que ça soit une gamine de 15 ans qui nous dise ça, et qui, entre guillemets, menace, ou je sais pas quoi, qui fait la leçon devant ouais, c'est ça, des centaines de dirigeants, des dirigeants de certains pays. Non, toi t'as 15 ans, non, on s'en fout de ton avis, tais-toi. C'est à l'image justement de toute cette génération, c'est qu'il y a... Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes de 15 ans, 16 ans, qui devraient la fermer. Moi, quand j'avais 15-16 ans, j'ouvrais ma gueule, mais j'ouvrais pas ma gueule, quoi. Non, mais il y en a plein aussi qui le font, mais là, ce qu'a donné lieu, ce qu'a engendré cette jeune fille, c'est simplement des séchages de cours massifs le vendredi, toutes ces espèces de branleurs qui séchaient l'école, les cours le vendredi pour aller manifester pour la planète. Qu'est-ce que ça servait à rien, mais mon Dieu, mais vous servez à rien, mais c'est cette image, mais qu'on avait justement de tous ces... Ah, ça, là, voilà, c'était typiquement le genre de choses qui me saoulait. Et je peux parler en connaissance de cause, parce que moi, quand j'étais au lycée, et que je voyais les gens, les lycéens qui allaient sortir manifester parce que
Sarkozy allait faire à l'époque la réforme des retraites. Bon, moi j'étais encore au lycée à l'époque, je sais plus en quelle année c'était, ça devait être en 2012 ou 2011 ou un truc comme ça. Et il y en avait qui disaient oui, il faut machin, c'est pour notre avenir. Il y avait ceux qui étaient les 3-4 en premier qui étaient à fond et tout le reste, les centaines derrière qui voulaient juste faire quoi, voulaient juste sécher, qui s'en branlaient, vraiment qui s'en battaient les couilles. Mais ça servait à rien quoi. C'est-à-dire que on sait pertinemment qu'on n'aura pas de retraite. Donc la situation est tellement merdique qu'on sait pertinemment qu'on va travailler je sais pas, jusqu'à 70 ans, ou à part si on réussit à se faire un petit pécule, on verra bien. Mais bon, là, par exemple, ce qui se passe avec la réforme des retraites en ce moment, ce qui est en train d'être débattu, entre guillemets, à l'Assemblée nationale, c'est rien. C'est-à-dire que ça nous concerne pas. C'est-à-dire, moi, j'ai 27 ans, c'est pas de ma génération, enfin, ça me concerne, mais pour ceux qui essayent de sauver leur retraite, c'est ceux qui ont encore 50, 60 ans déjà à ce niveau-là. C'est pas ceux qui ont mon âge. Moi, je sais pertinemment que de mon âge, j'aurai pas de retraite. Je vais pas avoir une retraite à 60 ans, 65 ans, pas du tout. Donc, bref. L'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg est devenue dès mardi la nouvelle égérie de ses anciens détracteurs. Enfin, s'est exclamé l'entrepreneur et urologue Laurent Alexandre. Ah, il est urologue, je savais pas du tout. Ouais, bon, pour ceux qui sont pas spécialement sur Twitter, enfin voilà, Laurent Alexandre, il est assez connu en général, qui a longtemps désigné Greta Thunberg comme son ennemi. En découvrant que la jeune femme, à l'origine des grèves scolaires pour le climat, avait déclaré à la télévision allemande qu'elle trouvait préférable de continuer à utiliser des centrales nucléaires actuellement en activité en Allemagne plutôt que de les fermer pour se tourner vers le charbon. Mais sans déconner, Greta, mais Madame Thunberg, Mademoiselle Thunberg, ou comme tu veux, mais quelle surprise, on découvre, mais je croyais qu'il fallait... Ah là là, mais je croyais qu'il fallait se tourner vers les énergies renouvelables, que la seule chose qui nous permettrait d'avoir un monde qui vivrait en paix et en harmonie, c'était d'avoir des pales d'éoliennes en plein milieu de la mer, ou alors en plein milieu de la campagne qui allaient gâcher les paysages, ou alors avec des panneaux solaires fabriqués en Chine. Je croyais que c'était seulement ça notre avenir. Et maintenant, apparemment, parce que là, ton pays... Enfin non, elle est suédoise, mais en tout cas, en l'occurrence en Allemagne, il faudrait justement rester dans le nucléaire. Ah ouais, mais c'est fantastique, je savais pas ça. Maintenant, il semblerait que le nucléaire soit utile finalement. Ah là là, c'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte qu'on n'en a strictement rien à branler de la vie. Bon, maintenant on n'arrête pas de dire qu'elle a 15 ans, mais elle a plus 15 ans. On n'en a strictement rien à branler en fait de la vie d'une fille de 15 ans, qui n'est... Parce que je pensais qu'on était censé être gouverné par des technocrates. Donc même s'ils sont corrompus, même s'ils sont incompétents, enfin j'en sais rien ce que vous voulez, je croyais que justement techno c'est la technique et crate c'est le pouvoir. Donc je pensais qu'on devait être gouverné par des gens qui sont des techniciens. Sauf que cette gamine n'est pas une technicienne. Cette gamine ne connaît rien à rien. Donc qu'est-ce qu'on s'en branle en fait? Et l'article que j'ai mais là c'est vraiment, ça continue, c'est pire encore. Oh là là. Déjà écrire ça, bon, c'est une citation, de mettre des façons de s'exprimer, des sortes d'onomatopées dans l'article, déjà tu vois le niveau. Non, on met pas ça dans un article. Quand tu dis oh là là, non, tu mets pas ça dans un article, non. On s'en fout que tu fasses des intonations de voix, on s'en fout de ça, c'est pas intéressant. Bon alors du coup, oh là là, l'hérégie écolo s'est convertie au nucléaire. S'amuser mercredi matin le journaliste d'Europe 1, Dimitri Pavlenko. En plus c'est Pavlenko. Ah, c'est dommage parce que je l'apprécie bien ce journaliste en plus. Mais justement, il l'avait déclaré à l'oral. Ah, donc mais bon, en l'occurrence dans un article, on s'en fout. Tendant la perche à l'éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Vincent Trémollet de Villers, pour qui c'est un événement. C'est un peu comme si Sandrine Rousseau se mettait à prendre en compte les droits de la défense. c'est vrai en plus, c'est ça, ouais. Retournement de veste, étonnante déclaration chez les pro-nucléaires. Les propos de Greta Thunberg étaient jubilatoires.
Ouais, en fait, c'est pas spécialement les propos qui sont jubilatoires, c'est justement la conséquence de tout ça. C'est-à-dire qu'on voit vraiment l'hypocrisie totale. C'est-à-dire que non, 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 attention, il faut un plan nucléaire, c'est de la merde. Allez, pendant des années, c'est comme ce qui s'est passé en France. On a un plan dans la Constitution, enfin dans la loi maintenant, qui dit qu'il faut fermer 15 centrales nucléaires. Sauf que maintenant, bah non, on a besoin de plus de centrales nucléaires. On a besoin de nouvelles centrales nucléaires. On a besoin de nouvelles centrales nucléaires, même des prochaines générations. On a besoin du projet de centrale nucléaire, du projet Phoenix. Hein, il me semble, si je ne me trompe pas, le projet Phoenix, ce sont des centrales nucléaires qui en fait renouvellent, il me semble, les déchets radioactifs, les déchets d'uranium, pour refaire de l'énergie nucléaire avec les déchets. Donc c'est incroyable, donc ça c'est vraiment fantastique. Donc non, on a besoin de ça au contraire, mais c'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte que bah oui, l'hypocrisie fait en sorte que bah oui, bah c'est marrant parce que on se rend compte que justement les énergies renouvelables dans ce contexte-là ne servent à rien. Et ce qui nous sauve nous pour l'instant, ce sont nos centrales nucléaires, même si on en a 28 qui sont en rade quoi. Donc et oui, si on le voyait, je ferais... bon, j'avais envie d'être vulgaire, mais non, je le serais pas. L'article continue, enfin bon, bref, voilà. Mauvaise idée de miser sur le charbon. Ah oui, bon, vraiment des banalités. Mais qu'a dit Greta Thunberg, invitée de l'émission de débat de la journaliste allemande Sandra Maischberger, je sais pas comment ça se prononce, Maischberger, diffusé ce mercredi sur la chaîne de télévision publique Das Erste, je sais pas, oui. Les propos de l'activiste ont d'abord été révélés mardi par l'agence de presse DPA, qui a eu l'accès à l'entretien en premier, avant d'être repris par toute la presse allemande, puis internationale, blablabla. Ce teaser diffusé mardi a été complété par l'interview entière diffusée mercredi soir par la chaîne de télévision. Zappons le début, blablabla. Donc la journaliste, elle commence, elle lui pose une question. Nous traversons actuellement une crise énergétique, en Allemagne aussi, car nous sommes très dépendants du gaz russe et du pétrole russe. Le gouvernement fédéral allemand a décidé de laisser fonctionner les centrales à charbon afin de stabiliser les prix de l'énergie. Qu'en pensez-vous, Greta ? Elle répond. C'est inévitable. Ce qui se passe quand on est trop, c'est ce qui se passe quand on est trop dépendant des énergies fossiles provenant de régimes autoritaires. Je pense qu'il existe d'autres moyens d'aller de l'avant en se concentrant sur les énergies renouvelables. Non, Greta, non, absolument pas. Non. Les énergies renouvelables, ça n'est pas, c'est une énergie d'avenir, mais c'est une énergie annexe, j'ai envie de dire. On ne doit pas tout miser là-dessus. Hein. C'est-à-dire, est-ce que tu crois qu'on va avoir des sous-marins renouvelables ? Quand tu entends des sous-marins nucléaires, oui, ça peut fonctionner de manière presque, j'ai pas envie de dire éternelle, mais ça doit être rechargé. Mais est-ce que tu crois qu'un jour on va avoir des sous-marins renouvelables ? Ben non, en fait, non. Non, Greta, c'est pour des choses dont on parle de sécurité nationale, non, on ne peut pas miser sur les énergies renouvelables de manière massive comme ça. Enfin, en tout cas, pour avoir un avenir pérenne, quoi. Alors, en investissant dans les combustibles fossiles, nous allons soit verrouiller un niveau de réchauffement auquel nos sociétés ne pourront pas s'adapter, ou soit nous aurons un effondrement de la valeur des biens dans le futur. Elle emploie l'expression stranded assets, qu'on peut aussi traduire par nous aurons des actifs bloqués dans le futur. Ce sera l'un ou l'autre. La journaliste répond « Mais à l'heure actuelle, les gens regardent leurs factures d'énergie, le gouvernement doit protéger les citoyens. Comprenez-vous la nécessité de ces mesures ? Ah, quand il s'agit de ça, bien sûr, les gens vont se concentrer sur eux-mêmes et vont se débrouiller au jour le jour. Mais c'est juste un autre symptôme de cette crise actuelle à laquelle nous sommes confrontés. Nous nous sommes rendus dépendants et avons créé une société dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de nous projeter dans l'avenir à plus d'un an. Ça n'est pas durable. Et non, ma chère Greta, non, c'est Greta. Non, ça n'est pas la société que nous avons créée qui ne voit pas plus loin qu'un an. C'est la classe politique qui ne voit pas plus loin, justement, qu'un an. Parce qu'en fait, ils ne voient pas plus loin que les élections. Donc, pour faire simple, on a une classe politique qui voit les 5 prochaines années et qui ne voit pas le temps long, tout simplement. Donc, c'est surtout que ça crée en fait justement une société de l'immédiat.
une classe politique, une société politique de l'immédiat, et non pas c'est ça, du temps long, qui voit justement l'avenir sur les 20, 30, 40 prochaines années. Donc c'est plutôt surtout vers ça qu'il faut se tourner. C'est pas la société en elle-même qui a un problème. C'est plutôt moi selon moi, en tout cas c'est mon avis, c'est surtout la classe politique. Mais en même temps, la classe politique se base souvent sur la société, s'adapte à la société. Certains partis politiques en sont la preuve. Suivez mon regard. La journaliste ensuite répond « Nous débattons actuellement en Allemagne pour savoir s'il serait préférable de laisser les centrales nucléaires fonctionner plus longtemps plutôt que les centrales à charbon. Qu'en pensez-vous ? Personnellement, je pense que c'est une très mauvaise idée de miser sur le charbon tant que les centrales nucléaires fonctionnent encore. » Ah là là, quel plaisir d'entendre ça. Ouais, au final, je comprends pourquoi l'autre journaliste tout à l'heure disait que les propos sont jubilatoires. C'est quand même marrant, franchement. D'entendre ces mots-là, sachant qu'elle faisait la leçon à des dirigeants, à tout le monde, elle faisait des leçons de morale de merde. Oh là 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 là. Puis même donner de la crédibilité à ce genre de personnage, c'est tellement ridicule, c'est incroyable. Mais il s'agit d'un débat très passionné. La journaliste lui répond, encore une fois, « Mais pour le climat, les centrales nucléaires seraient-elles un meilleur choix, du moins pour le moment ?» Et Greta répond, « Ça dépend. Si elles sont déjà en fonctionnement, je pense que ce serait une erreur de les arrêter afin de se tourner vers le charbon. » Blablabla, blabla. Mais après, faudrait-il les arrêter le plus tôt possible ? Et là, elle ne sait pas quoi répondre. « Ça dépend. Nous ne savons pas ce qui peut se passer. » Ah là 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 là, mais c'est lieu commun, mais rien qu'avec ça, on se rend compte que des gens ont donné de la crédibilité à ce genre de personnage, mais c'est une tristesse, c'est incroyable. Ah, et là, les masques tombent, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Sujet suivant. Alors là, on passe à quoi ? Ah bah oui, le lycée Joliot-Curie de Nanterre. Ah là 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 là, bah alors, le titre. Nanterre, que se passe-t-il au lycée Joliot-Curie, théâtre de violents affrontements entre élèves et forces de l'ordre. Alors, j'ai un autre article aussi, donc je vais lire certaines choses, mais il y a aussi des choses qui viennent compléter en fait un autre article aussi après. Donc, 14 élèves de cet établissement francilien ont été placés en garde à vue mardi après une mobilisation pour demander le retour d'un dispositif d'aide aux devoirs supprimé faute de moyens. C'est à nouveau la guerre aux abords du lycée Joliot-Curie à Nanterre, Hauts-de-Seine, jeudi 13 octobre. Nous sommes confinés dans l'établissement et nous attendons que ça se calme, raconte Teresa, professeure de français au sein de cet établissement qui compte près de 1700 élèves. À l'extérieur, les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont repris jeudi matin après le retour au calme et la journée morte de la veille. 14 jeunes... Jeunes, ouais, bien sûr, bon là on parle de lycée, donc on peut parler de jeunes, mais toujours le terme jeune qui est utilisé, je trouve ça fantastique. Dont 12 mineurs. 14 jeunes, dont 12 mineurs. Oui, bon, enfin, donc, oui, c'est des jeunes, quoi. Enfin, avaient été placés en garde à vue mardi à la suite d'une mobilisation organisée devant le lycée par le conseil de la vie lycéenne, CVL, ce blocus que beaucoup d'élèves et d'enseignants ont décrit comme pacifique. Ah oui, bien sûr, oui. On va voir par la suite qu'il a été vraiment pacifique. Un vrai plaisir. Débouchant sur de violents affrontements entre les élèves et la police. Plusieurs lycéens et 2 policiers ont été blessés, et les images de cette confrontation ont été massivement partagées sur les réseaux sociaux. La police ne respectait personne, même pas les passants. Oh là là, attention. Devant les grilles du lycée, quelques groupes d'élèves encore sonnés attendaient mercredi après-midi pour entrer dans l'établissement, parents, blablabla. Au début, tout était calme, décrit Mohamed, élève de seconde, le responsable du CVL, à l'origine de la mobilisation, criait les revendications et le reste des élèves répétaient après lui. Les forces de l'ordre étaient présentes depuis 7h30 du matin, mardi, armés de boucliers. Oui, c'est des CRS, quoi, c'est des policiers. Relate Julie, professeure de français. Joliot-Curie, forcément, attendu la situation avec les élèves. Non, ça n'a rien attendu du tout. Vous faites un blocus, il y a déjà eu des blocus, la police arrive, oui, ils ont des boucliers, donc ça va rien vraiment une génération de punk à chien, mais black bloc à la con, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Selon les témoignages de plusieurs élèves et enseignants, c'est aux alentours de 9h30 que les affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. Les policiers munis de boucliers ont commencé à charger les jeunes, armés de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement.
La police ne respectait personne, même pas les plaçants, qui n'avaient rien à voir avec la mobilisation, raconte Kheiri. Kheiry. Élèves de seconde, se sont côté la préfecture de Haute-Seine, fermement condamnés, blabla, blabla. Ah oui, aussi un autre truc sympa. Voilà, les forces de l'ordre ont été prises à partie par plusieurs individus. Elles ont été la cible à la fois de jets de projectiles, ça doit être des pierres, certainement, et de tirs de mortier. Mais tiens donc, manifestation pacifique. Donc en fait, il y a des jeunes, donc le jeunistan, qui se ramène à une manifestation pacifique avec des projectiles et des tirs avec des mortiers. C'est parfaitement pacifique. Je plus sois parfaitement. C'est fantastique. Là, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'en général, là, c'est sûr que la plupart du temps, dès qu'on vient avec des mortiers dans une manifestation, c'est qu'on vient avec des intentions pacifiques. On sait qu'on n'a pas envie d'en découdre. Tout à fait. Ah là là. Bande de menteurs. Alors, bon, l'article est beaucoup trop long, donc il faut que je cherche en dessous. Donc, ce que les élèves demandent. Alors, attention, voilà, c'est de l'aide de leurs enseignants. De leurs enseignants, pardon, avec un S. Parce qu'en fait, il y a de l'aide aux devoirs qui a été supprimée. Donc ça, c'était le point clé de la mobilisation. À Joliot-Curie a réellement débuté lorsque le CVL organisait un blocus et distribuait des tracts, blablabla, revendication, retour. Voilà, le retour de l'aide aux devoirs, un dispositif qui a dû être retiré depuis la rentrée en raison d'un manque de moyens. Nous n'avons même plus les moyens d'assurer une éducation correcte aux élèves, déplore Chloé, enseignante de français. Et oui, la génération des Chloé. Et oui, ma chère Chloé. Et oui, c'est sûr que oui, avec moins de moyens, c'est sûr que tu auras beaucoup plus de difficultés à contenter et à faire ton enseignement inclusif et diversifié, c'est sûr. Une délégation d'élèves a été reçue lundi après-midi par la direction, mais les réponses apportées n'ont pas suffi. La direction a répondu qu'une association allait être sollicitée pour les aides aux devoirs. Bon, c'est vrai, des trucs annexes. Ah oui, donc là, il y a aussi la mutation d'un enseignant qui a été contestée. Cette semaine de mobilisation au lycée Joliot-Curie s'est inscrite plus globalement dans un contexte de vive tension avec le rectorat depuis la rentrée, en cause notamment un arrêté de mutation visant Kai Terada, j'imagine Kai Terada, enseignant dans l'enseignement... enseignant dans l'enseignement que je raconte. Enseignant dans l'établissement et co-secrétaire départemental de Sud Éducation 92. Oui, donc pas forcément le prof, oui voilà, donc je sens le truc arriver, le plus non biaisé qui existe, on va dire. Ce professeur de mathématiques a reçu fin septembre cette décision qui évoque une activité en dehors des instances de dialogue social. C'est ça, voilà. Évoque une activité en dehors des instances de dialogue social de l'établissement ou de l'exercice normal d'une activité syndicale. Il la conteste depuis. Donc apparemment, il semblerait que, voilà, c'est ça, il semblerait que ce prof ne soit pas le plus honnête, enfin honnête certainement, mais le moins neutre qui existe pour un enseignement tout à fait impartial dans l'éducation nationale. Mais il poursuit en disant qu'il ne comprend pas les motifs de cette décision, et le rectorat ne lui en a toujours pas, ne lui a pas donné, j'arrive plus à parler, c'est incroyable. Et le rectorat ne lui en a toujours pas donné non, je n'y arrive pas, non. Et le rectorat ne lui en a toujours pas donné. Voilà, c'est le plus simple. Déplore Elvis Bueno, ouais, Elvis, ok, co-secrétaire départemental, blablabla. En fait, surtout qu'on lui reproche de faire grève, en fait. Et là, c'est à ce moment-là, justement, que j'ai un autre article qui vient, justement, préciser... Alors, bon, ça, par rapport au professeur, qui fait, apparemment, un professeur d'extrême gauche, qui fait un peu de propagande, jusque-là, rien de surprenant. Donc 14 jeunes pointent la violence, interpellation critiquée. Oui, bon, alors voilà, c'était ce prof justement qui était d'extrême gauche et qui faisait pas spécialement un enseignement très, très, très impartial. Mais il y a aussi une autre raison. Alors apparemment, est-ce que le port de l'abaya, donc qui est donc qui n'est pas un voile, mais qui est une tenue islamique, serait-elle en cause ?
Depuis plus d'un an, le lycée Joliot-Curie attire l'attention pour des atteintes à la laïcité. Des tensions seraient notamment apparues ces derniers temps au sujet du port de l'abaya, une robe longue assimilée à un vêtement religieux. Donc c'est une manière détournée pour ceux qui dirigent, on va dire, c'est ça, le mouvement, les islamistes, d'attaquer justement les fondements, en l'occurrence la laïcité, l'école, tout ça. Donc là, là, vu que le voile est interdit, ben, on essaye de trouver des moyens détournés. Vous voyez, ça c'est toujours le côté, voilà, le côté justement, ben, voilà, on essaye de contourner la loi. C'est toujours pareil à chaque fois. Toutefois, les élèves interrogés, alors attention, là on donne justement l'avis aux élèves. Alors attention. Toutefois, les élèves interrogés par BFM TV réfutent l'idée selon laquelle le droit de porter l'abaya au lycée faisait partie des revendications des manifestants ce mardi. À aucun moment... Oh, pardon. C'est comme ça que je vois un jeune de 14 ans aujourd'hui. À aucun moment on a bloqué pour l'abaya. D'accord. Ah bah évidemment, alors attention, ça c'est l'extrême droite. Bien sûr, voilà, c'est l'extrême droite qui a mis l'islam dans ce sujet, dénonce Ayman, oui, voilà. Bien sûr, évidemment, c'est toujours l'extrême droite, évidemment. Mais le truc, c'est que il y a des élus qui réagissent. Dès mardi, plusieurs personnalités locales ont tenu à s'exprimer sur les incidents survenus. Donc le maire PCF de Nanterre, Patrick Jarry, a interpellé l'Éducation nationale dans un communiqué appelant à accéder à l'éducation de devoir. Bon, voilà, c'était ça. Alors, attends, c'était pas ça que j'avais vu. Après, peut-être que c'était dans l'autre article juste avant. Non. Attention, l'autorisation du non-poids. Selon Teresa, c'est l'attaquation avec le durcissement, le gouvernement. Voilà, c'est ça. Donc, au sujet des abayas, un vêtement féminin porté au-dessus des autres traditionnellement. Mais voilà, en tout cas, ce lycée avait été justement pointé du doigt parce que justement, il avait été remonté justement qu'il y avait énormément d'atteintes à la laïcité avec justement, je crois que j'ai eu dans le reportage un miroir qui avait été mis en place pour que dans l'établissement pour que les élèves puissent remettre leur voile en fait, carrément le voile, pas juste la baya. Donc c'est après les élèves disent mais c'est pas pour ça qu'on a bloqué. Oui, bon, bien sûr, c'est toujours pareil, c'est toujours bon, on prend des moyens détournés quoi. Faut que je regarde quand même à partir jusqu'à quand, combien d'enregistrements on est là. On est à quoi 42 minutes, hein. Oh là là, va falloir que j'accélère un peu, hein, parce que sinon ça sera encore 2 heures. Donc non, là ça sera un peu trop sinon. Alors, article suivant. Lycée... Ah oui, c'est vrai, ouais, lycée Georges Brassens, ça, ouais, ça. Alors, c'est pas drôle par contre, non. Un professeur de lycée menacé de mort dans l'Essonne. Oula, je viens de craquer. Oula là là là, j'ai voulu bouger les bras, ça a craqué. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Oh, je craque de partout. Donc, un professeur de lycée menacé de mort dans l'Essonne, une enquête ouverte. Une enquête a été ouverte, c'est un professeur du lycée général Georges Brassens d'Évry-Courcouronnes dans l'Essonne a été menacé de mort dans un courrier lundi 10 octobre 2022. Selon CNews, la lettre était adressée au proviseur de l'établissement mais visait l'enseignant d'histoire-géographie. Elle contenait un appel au meurtre faisant référence à celui de Samuel Paty, donc le professeur d'histoire-géo qui a été aussi qui a été assassiné, décapité en 2020 par un islamiste tchétchène, donc non loin de son collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, pour avoir montré 2 caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo à ses élèves, et ainsi que des propos antisémites. Donc c'est ce que contenait la lettre, quoi. Le père de l'enseignant était également visé, selon les informations de BFM. Alors en fait, il y avait une lettre en fait pour tout ça. Bon, je pense que je mettrai, je vais mettre tous les articles dans la description. En fait, la lettre, c'est vraiment horrible. Je crois que j'avais pris. Je crois que j'avais l'article là. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'avais fait justement un autre article. C'est ça. Une lettre anonyme, ça c'est un autre article justement du Figaro. Une lettre anonyme a été déposée au lycée Georges Brassens d'Évry-Courcouronnes, l'a dit machin. Alors, et là, oui, voilà, c'est ça. La lettre qui disait, alors, ouvrez les guillemets. J'ai pas envie de dire ça, mais je vais le dire quand même.
Le sale juif doit arrêter de faire le malin, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets. On va lui faire une Samuel Paty à lui et à son père, le vieux rabbin sioniste, fermez les guillemets, ou encore, ouvrez les guillemets, les juifs, on n'en veut pas dans des lycées, restez dans vos synagogues, fermez les guillemets. Peut-on lire dans ce courrier dévoilé par CNews? Voilà, c'est ce que contient la lettre. Donc depuis le professeur a quitté l'établissement et n'est jamais revenu dès qu'il a reçu la lettre, quoi. Donc en 2022, on a des citoyens de nos concitoyens de confession juive, des citoyens français de confession juive qui sont encore une fois menacés dans leur essence et qui reçoivent ce type de courrier de la part de Mimi Kouachi en puissance. C'est génial. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens dans certains quartiers où on peut même pas. En l'occurrence, le professeur, il vit avec ses parents et il s'occupe d'eux. Et en l'occurrence, il se trouve que quand il sort avec son père, son père, en l'occurrence, est rabbin, je crois. Non, il n'est pas rabbin, je crois. Je sais plus ce que j'avais lu dans l'article, mais en l'occurrence, le monsieur, oui, est habillé de manière juive, en l'occurrence. Il exprime sa confession juive avec justement la tenue qui va avec, et ça se trouve que ça se voit. Donc il se balade dans les rues avec ça. Et pour ça, nos concitoyens sont la cible de ce genre de menaces. Donc et ça arrive dans un lycée. Donc ça, c'est le genre de choses, par exemple, j'en parlerai, mais par exemple, quand je suis allé à Budapest, il y a en l'occurrence, le quartier juif de Budapest, et il y a pas mal de synagogues à Budapest, enfin quelques-unes en l'occurrence dans le centre, et il y a notamment la grande synagogue de Budapest, et c'est bizarre parce que j'ai pas eu l'occasion de voir devant les synagogues la présence hautement importante de militaires. J'ai pas vu ça. Donc il y a certainement quelque chose à faire pour que nos frères tout simplement puissent se sentir en sécurité, puissent vivre normalement, comme nous autres aussi, qu'on puisse enfin sortir de tout ça à terme, à l'avenir. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer, mais voilà le genre de choses que peut recevoir un professeur d'histoire géo. Un professeur. Et voilà. Samuel Paty a été décapité en 2020 par un islamiste tchétchène, mais voilà, il n'y a pas eu plus d'électrochoc que ça, et ça a fait que se renforcer. Donc on reçoit encore ce genre de choses du jeunistan, quoi. Donc c'est désespérant. Donc enfin bref, voilà, passons à un autre article. Alors, on reste dans les lycées, en fait. Encore un autre lycée, décidément. Les lycées sont un peu un symbole de toute la décadence de ce qui se passe dans ce pays, en fait. Ah oui, tiens, voilà, c'est ça. Alors, un article du Parisien. Un clip, film, défilé de mode, ces tournages rapportent gros au lycée Henri IV. Alors voilà, lycée Henri IV, lycée prestigieux, normalement reconnu internationalement à Paris. Et donc après, ça crée parfois l'embarras. Enfin, c'est le titre de l'article. Le lycée Henri IV, donc voilà, le lycée Henri IV, son cloître du XVIIIe siècle, sa tour Clovis et sa salle des médailles est une pépite du patrimoine classé aux monuments historiques. La direction des lieux connaît son potentiel et l'exploite. C'est ça. On exploite, c'est le mot le plus juste pour ce genre de situation. Pour décrire cette situation, c'est quand même incroyable. Récemment, la chanteuse américaine
Uchi, ou ce que tu veux, je sais pas comment elle s'appelle, est venue y tourner un clip. Donc bon, évidemment, voilà, la suite. Hein. Publié en septembre, crop top et ongles manucurés interminables. Elle se dandine dans le cloître. Fait quelques doigts d'honneur sur la pelouse dans une séquence publiée sur Instagram. Un clip aux 3 millions de vues qui a créé l'embarras au sein de l'établissement. Ouais, je peux comprendre effectivement que oui, ça puisse créer l'embarras. Ouais, un cloître du, voilà, c'est ça, un cloître du XVIIIe siècle qui est totalement désacralisé. Parce qu'on a justement une des représentantes justement de cette décadence culturelle générale qui est à l'œuvre à l'Ouest, qui s'habille de manière totalement outrancière et va se comporter de manière totalement honteuse, on va dire, de manière totalement vulgaire dans un établissement oui, il y a un cloître, donc c'est sacré en fait, tout simplement. Et vous allez apprendre pourquoi dans la suite de cet article. Pendant le tournage, glisse un témoin, l'administration aux fenêtres était quelque peu surprise de voir une star américaine botoxée débarquer, comme le symbole du changement qui s'opère dans ces lieux presque sacrés. Ouais, voilà, ils disent justement presque sacrés. Non, c'est pas presque sacré, c'est sacré. Donc oui, c'est sûr que oui, on peut, même eux, ils s'étonnaient un petit peu quand même, hein, attention. Hein, donc, scène de nudité interdite dans le contrat. Stéphanie Mota Garcia, la proviseure du lycée Henri IV, rappelle que ces tournages se font hors temps scolaire. Ah, merci mon bon Seigneur, merci. Ah, heureusement que c'est hors temps scolaire. Ah là là, ça veut dire que les élèves n'ont pas eu la chance d'admirer justement en plein coup justement une nana en train de se dandiner à moitié à poil. C'est vraiment... c'est un vrai plaisir. Hein, parce que en plus je vois la photo de l'article où on voit justement la fameuse chanteuse. C'est vraiment du bon goût. Alors, et ça génère des rentrées d'argent qui permettent de payer du mobilier pour les élèves et de réparer la statue. Donc... on désacralise un lieu pour permettre de sauvegarder justement ce patrimoine parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ouais, ça, c'est tout le paradoxe. C'est comme justement le fait d'afficher par exemple il me semble que j'avais vu ça sur le Panthéon ou sur certains bâtiments, la place Vendôme je crois, où il y avait des grandes affiches de publicité Louis Vuitton ou Nike je crois, pour permettre le financement et la rénovation de certains bâtiments. Donc il y avait des mécènes qui finançaient la rénovation justement de bâtiments, mais qui affichaient en gros justement des publicités gigantesques, en l'occurrence de Louis Vuitton. C'est fantastique, c'est vraiment c'est génial. C'est-à-dire qu'on défigure ces bâtiments avec de la publicité pour pouvoir les rénover. Donc c'est tout le paradoxe, c'est tout le symbole justement de cette décadence, justement que des bâtiments magnifiques qui sont au patrimoine historique ne sont même pas capables d'être entretenus par un État, en l'occurrence parce que c'est un bâtiment public, hein, donc par un État défaillant qui n'a plus de moyens et qui ne voit plus les priorités de conserver son patrimoine historique. Alors, surtout, elle précise que ce clip sulfureux n'est pas cautionné par l'établissement. Il n'est pas cautionné par l'établissement. Ah, donc même l'établissement ne cautionne pas ça en fait. Donc le contrat entre les maisons de production et Henri IV stipule qu'il ne doit pas y avoir de scène de nudité, ne doit pas choquer les bonnes mœurs, ni porter atteinte à l'image du lycée. Ah, ça c'est un peu raté malheureusement. Ah, c'est un petit peu raté. Ça, c'est pas du tout le cas. Dans un autre style, parce qu'en fait en plus il n'y a pas que ça justement, il n'y a pas eu que ce clip-là. Dans un autre style, un tournage autour du film La Boum. Donc, je ne sais pas d'où ça sort, La Boum. Il y a un autre film La Boum qui est sorti, il va sortir, je ne sais pas. A d'ailleurs eu lieu ce week-end. La Fashion Week aussi a également investi les murs d'Henri IV. On a eu aussi la Marine nationale, détaille Stéphanie Mota Garcia. Elle nous a réservé des chambres pour les défilés du 14 juillet. On a aussi loué une salle de concert pour l'Institut des jeunes aveugles. Des événements qui permettent de faire entrer dans les caisses quelques revenus substantiels. 30 000 euros par an, par-ci par-là. Oui, mais voilà, donc on trouve des moyens annexes. Si c'est des moyens annexes justement qui ne... Parce qu'évidemment, dans cet article, ce qui choque, c'est justement le fait de désacraliser ce lieu avec des symboles de décadence, en l'occurrence décadence
du grand empire américain qui nous amènent toute leur merde, quoi, avec des clips de rap de merde là, enfin il me semble que c'est du rap, je crois, enfin c'est très souvent du hip-hop ou du rap, et qui nous amènent ce genre de conneries. Donc par exemple, forcément, si on voit une nana presque dénudée qui se dandine dans un cloître, forcément ça choque. Mais si c'est la marine nationale qui loue des chambres pour le 14 juillet, si c'est l'institut des jeunes aveugles, voilà, oui, il faut bien trouver des moyens de se financer, d'avoir un peu plus d'argent, surtout si l'État ne finance plus rien, donc forcément, voilà. Mais si c'est pour ça, non, ça, ce genre de choses, ça choque. Oui, surtout qu'en plus, le lycée Henri IV fait face aussi à un changement total de son acceptation d'élèves sur dossier. Apparemment, les élèves ne seront plus acceptés sur dossier, c'est-à-dire qu'il va y avoir une baisse de l'exigence d'acceptation, donc forcément, ils vont accepter tout le monde, et qui dit une baisse de l'exigence, forcément une baisse de la qualité, une baisse de la renommée aussi, hein. Donc ça continue, et ça contribue justement à la décadence générale justement du niveau en général, sachant que le niveau scolaire de manière générale est complètement désastreux pour certaines générations, enfin toutes les générations confondues, en l'occurrence, qui inclut la mienne aussi, hein. Moi j'ai 27 ans, j'en fais aussi un peu partie, hein. On est, comme on dit, on est évidemment l'enfant de sa génération, de son siècle, je sais plus ce que dit la citation. Donc moi aussi, j'en fais aussi un peu partie, hein. Je suis pas le meilleur dans toutes les disciplines, hein. Il y a des choses que je connais pas et dont j'ai un peu honte d'ailleurs, mais voilà, donc ça en fait partie. Donc au travers de toute cette revue d'actualité, on a pu voir, en l'occurrence 3 lycées, Greta Thunberg, et notamment les 10 000 Ukrainiens. Bon, c'est une vue d'ensemble justement qui était assez intéressante, et qui démontre justement cette fuite en avant, hein, c'est ça, cette décadence généralisée. Mais c'est marrant parce que justement ça se généralise en fait. Ça se représente, on peut voir ça au niveau du lycée en fait. Là en l'occurrence, il y avait 3 articles qui concernaient les lycées. 3 sujets. Donc au travers de ces 3 lycées, on peut voir justement cette représentation justement de ce phénomène en fait. Donc c'était particulièrement fascinant. Eh ben merci d'avoir écouté cette revue d'actualité. À combien on en est ? On en est à pas encore tout à fait 1 heure, donc j'ai quand même réduit par rapport à la dernière fois, mais j'avais quand même fait une bonne petite sélection, donc bonne chance à tous ceux qui écouteront tout ça. Donc on se retrouve la prochaine fois. Donc là, la dernière fois, j'avais dit justement que je parlerais de mon voyage à Prague, on verra bien, j'en parlerai à un moment ou un autre, mais en tout cas j'aime beaucoup ce petit format où je parle simplement d'articles que je trouve, et je trouve que c'est quand même plus simple de se poser et d'écouter. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour un autre podcast, une autre vidéo, et certainement une autre revue d'actualité. Allez, merci beaucoup et à la prochaine.